Bienvenue dans Archicool, une nouvelle émission de Décodeur, le podcast sur celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et dans Décodeur, si vous suivez ce podcast qui existe depuis 5 ans déjà, je rencontre des pros de la déco, du design et du lifestyle, des marques, des entrepreneurs, des créatifs qui nous racontent leur parcours, leur savoir-faire, leurs inspirations. Ce sont des interviews comme des portraits à la fois intimes et très complètes. Il y a aussi d'autres émissions, si vous voulez Décodeur, c'est comme le nom d'une radio et en découlent plusieurs émissions. Le club avec une bande de chroniqueuses stylées dans lequel une personnalité qui n'est pas forcément du monde de la déco nous fait visiter sa maison. Ding Dong, 10 questions à un expert, sans compter tous les épisodes spéciaux consacrés à des sujets précis, des événements ou des tendances. Mais il manquait un format, celui dans lequel des architectes d'intérieur, l'un des métiers piliers dans notre milieu, partageraient leur manière de travailler, leur quotidien, leur univers, leurs conseils et plus concrètement leurs projets, voire un projet. Avec Archicool, on va donc décrypter un projet du sol au plafond avec un archi cool, mais aussi archi sérieux pour faire le plein de tips et d'inspiration pour vos chantiers si vous êtes un pro de la déco ou pour chez vous si vous êtes fan de déco. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Juste en haut à droite sur votre plateforme d'écoute, il faut juste cliquer sur suivre, n'oubliez pas de le faire. On peut aussi se retrouver sur Instagram. Pendant que vous écoutez, vous pourrez notamment voir les photos du projet dont on est en train de parler. Ou alors n'hésitez surtout pas à partager cet épisode en story pour le faire connaître. Ou enfin à m'écrire. Bref, c'est toujours un plaisir de voir que le podcast vit bien au-delà de nos oreillettes. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui j'inaugure ce format avec Amélie Collard et Manon Pia, les fondatrices de Terre Grise, un cabinet d'architecture d'intérieur dont j'aime beaucoup l'univers et le travail, et vous aussi puisque vous êtes très nombreux à m'avoir suggéré un épisode avec elles. Donc elles sont là, bonjour les filles. Bonjour. Et elles vont nous parler de la rénovation d'une maison en Normandie, ou devrais-je dire de 2 maisons, puisque le brief de leurs clients était de relier 2 bâtisses, ce qui permettait d'avoir une maison pour eux et une maison 2 fois plus grande quand tous les enfants et petits-enfants débarquent. Terre Grise a donc créé cette extension et repensé toute la circulation en apportant leur touche évidemment et plein d'autres choses, mais assez parlé justement, je vais leur donner la parole. Donc je viens de vous dire bonjour, mais je dois aussi vous dire joyeux anniversaire. Merci Hortense, en effet, on a 10 ans. 10 ans, donc attends, on est en 2025, Ouais. donc 2015. Vous avez créé l'agence en 2015. Absolument. Bon, bravo. On va revenir sur tout le fonctionnement de l'agence plutôt vers la fin de l'épisode. On va commencer par le projet, la base du projet. Quel était, je viens de le dire en quelques mots, le brief? Est-ce qu'on dit le brief d'ailleurs? Le brief des clients? On utilise le même terme, on utilise aussi le cahier des charges ou la liste des besoins, qu'on différencie du terme solution. Les gens viennent souvent avec des idées déjà, et on les recentre sur « Ok, vous avez besoin de quoi ?» avant de parler de vos idées. Et là, leur besoin, c'était, tu l'as très bien résumé, de vivre mieux avec ces 2 bâtisses qui étaient là. C'est une vieille maison de famille. Comment on peut utiliser tous les espaces, mais comment on peut aussi se sentir bien et être bien chez soi, que ce soit chaleureux quand on n'est que 2. Donc eux, ils habitent là à l'année? C'est un peu du moitié-moitié. C'est des tout jeunes grands-parents, donc ils bossent encore à Paris, mais ils ont la flexibilité d'être beaucoup en Normandie. Donc c'est vraiment moitié-moitié avec leur appart parisien. Donc eux, ils sont venus vous voir en vous demandant quoi concrètement? On a une grande maison de famille dans laquelle on est bien quand on est très nombreux, même si on doit passer par le jardin pour aller se coucher, donc c'est pas hyper confort. On aimerait bien habiter plus souvent là, que ce soit plus confortable, parce qu'aujourd'hui c'est la vieille cuisine de la belle-mère. Mais comment on fait pour agrandir cette bâtisse sans que ce soit trop en rupture et que ce soit là comme si ça l'avait toujours été? Ok. Donc à partir de là, comment vous avez travaillé? Alors en fait, ils sont arrivés avec l'envie juste au début de nous missionner pour une mission de conseil, parce qu'ils avaient interrogé là-bas un confrère local, voilà, et ils voulaient valider les idées du confrère. Et elle surtout est arrivée hyper convaincue parce qu'elle nous avait connus sur les réseaux. Et lui, en gros, beaucoup plus sceptique. Qu'est-ce que tu viens me mettre dans les pattes? On n'a pas besoin de ça. Et donc, ils sont arrivés avec ce cahier des charges, les photos, les plans.
Et nous, on a tout de suite regardé ce qui avait été proposé et au regard du cahier des charges et justement, nous, avec notre spécialité de travailler pour les tribus, il y a très vite des choses qui nous sont semblées incohérentes. Et donc, on est venu mettre là notre grain de sel en proposant 3 plans très différents de ce que pouvaient être ces bâtisses, ces anciennes bâtisses et cette nouvelle bâtisse qui allait réunir tout ce groupe d'habitations. Et donc, on est venu leur proposer des esquisses de plans avec 3 scénarios très différents. Oui, donc vous avez dit non, le plan, vous avez rayé Alors, très vite, on leur a dit, on a mis les pieds dans le plat en rigolant, en disant c'est super, il y a plein de trucs chouettes, évidemment on est positive, mais déjà on rentre pas au bon endroit dans votre maison. Ah bon ? Attends, on rentre là depuis 3 générations. Et donc on a commencé à restructurer l'entrée. Comment on circule, où est-ce qu'on rentre ? Et puis ensuite on leur a dit qu'on cuisinait pas au bon endroit non plus dans cette maison. Ah bon ? Pourquoi ? Le soleil du matin, il est où ? Et c'est comment ? Et donc il y avait un travail aussi de déstructurer, de déconstruire tout ce qu'ils avaient comme schéma sur lequel ils n'avaient pas imaginé bouger. Tu vois, une maison de famille, il y a tellement d'histoires qu'on a toujours coupé le rôti ici, pourquoi ce serait autrement ? On va la rénover, cette cuisine, évidemment. Et nous, on est venus en disruption totale. Il y a un peu de temps de digestion, mais après, les gens trouvent ça génial, parce qu'il y a un truc de « Ah, ok, on va se l'approprier vraiment, cette maison de famille ». C'est l'intérêt de ce regard neuf qu'on apporte, nous, c'est-à-dire d'arriver et de ne pas justement avoir tout l'héritage familial et les habitudes, et donc de venir déconstruire ça pour mieux construire la future histoire familiale, en l'occurrence, de cette famille recomposée, etc., et des nouveaux arrivants, et voilà. Et alors, tu parles d'une entrée, mais alors tu parles de... Il y avait combien de maisons à la base ? À quoi ressemblait le plan initial ? C'était 2 grandes bâtisses qui étaient elles-mêmes déjà des bâtisses recomposées. En fait, c'est un vieux bâti normand du bocage, et donc les 2 bâtisses qui étaient en L, positionnées en L, en perpendiculaire, elles-mêmes étaient déjà des petites additions de morceaux de maison. Donc les auditeurs pourront regarder les images sur les réseaux, c'est amusant. Il y a des morceaux en colombage, des morceaux en briques, des morceaux en pierre. Et nous, la première question qu'on s'est posée, c'est quand on arrive, donc souvent en voiture, qu'est-ce qu'on voit ? Où est-ce qu'on a envie d'entrer ? Pour pas que les invités rentrent par la cuisine, par le salon. En fait, ça se décide. En architecture, on décide d'où est-ce que les gens ont envie de venir. Et c'est ça qu'on a repensé. Voilà, on a créé une porte, on a créé un préau pour acter que c'était ici. Il y a une lecture architecturale de l'extérieur, de la façade, qui est fondamentale. Et une fois que les gens rentrent au bon endroit, on a déjà beaucoup gagné sur la circulation et l'ergonomie. Comment vous avez travaillé ? Comment on travaille ? J'imagine que chaque archi a sa méthode. Vous retravaillez les plans et vous retravaillez tout du sol au plafond et après vous présentez tout d'un coup à votre client ? Alors nous, après cette mission de conseil, quand ils sont venus là et ils sont sortis a priori conquis. Avec des croquis. Tout de suite, vous avez su qu'ils étaient conquis tout de suite ? Ouais, on l'a su tout de suite. Lui est arrivé vraiment ronchon au forceps. Mais il est sorti en disant qu'on l'avait bluffé. Il est sorti bluffé et il a eu du coup envie de continuer la mission avec nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe juste après ça ? Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le plan idéal pour cette famille-là, parce qu'en fait, il y aurait eu une autre famille dans cette maison, ça aurait été certainement un autre plan. En tout cas, pour cette famille-là, une fois qu'on s'était mis d'accord sur le plan, et ben là, nous, on rentre directement dans la direction artistique. C'est vraiment la première chose qu'on fait. Ça veut dire quoi ? D'abord, il y a d'abord notre notice économique. Ah oui. Une fois qu'on se met d'accord sur le plan, là, très vite, on fait une première phase un peu pas marrante, qui est on se plonge dans un budget, très grosse masse, mais quand même, on leur sort une notice économique qui va leur permettre de comprendre à peu près dans la globalité combien va leur coûter ce projet. Et ça, en fait, c'est nous qui l'évaluons. On consulte personne, mais on va déjà dire... En fait, ce qu'on n'aime pas sur un projet, et ce qu'on dit souvent des architectes, c'est votre chantier va être plus long que prévu, va coûter plus cher que prévu. Ça n'est pas vrai, c'est juste que le prévu n'est pas bien pensé. Nous, on fait un stop dès la première esquisse. Après ce premier conseil, cette première réunion, on dit « Ok, vous aviez évoqué 304 budgets au démarrage, mais là, si on acte cette esquisse, voilà, nous, avec notre expertise, on peut vous dire qu'on est plutôt à 450. Et c'est OK ou c'est pas OK ? Si c'est pas OK, on va resizer le projet. On va peut-être pas faire l'extension comme ça, comme ça. Et en fait, on ne veut pas faire rêver les gens pour rien. Donc, avant de rentrer dans la conception, on se remet d'accord, on resize, on recape un peu. Quitte à revoir un peu le plan initial, en se disant, bah OK, en fait, on avait vu ce plan-là, peut-être que toute cette aile-là, on la laisse pour une V2, pour un temps, voilà, ça sera fait dans le temps, et c'est pas très grave. Il vaut mieux faire les choses, en tout cas nous quand on fait les choses on veut qu'elles soient bien faites. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur cette enveloppe globale, là on part sur la conception et la direction artistique, et au même titre que la première réunion de conseil sur des plans différents, on va leur présenter
en général 2 ou 3 directions artistiques très différentes. Ce ne sont pas des mood boards, tu vois, chacun travaille différemment, et on ne travaille pas avec des mood boards ou des images d'inspiration, jamais. Ni Pinterest, on arrive directement avec la conception de la pièce de vie, souvent on commence par celle-là, dans 3 directions différentes. Donc soit l'esquisse numéro A, la direction artistique numéro A, c'est, je dis n'importe quoi, une ambiance très colorée, mais avec un îlot central très monolithique, très minéral. Voilà, direction artistique numéro 2, on a fait un truc très floral, très végétal. L'îlot est un établi chiné. En revanche, on a un plafond noir qui va être un peu structurant. Et tout de suite, les gens réagissent. Ah ouais, c'est marrant. La DA2, elle me bouscule et en même temps, elle me parle parce que ça règle mon problème de cosy de cette pièce. Mais j'aimais bien dans la DA1 que vous ayez mis les colonnes en bois juste avant le passage au salon. Je trouve que c'est une belle transition. Et on va construire comme ça, pièce après pièce. Mais dans cette direction artistique, c'est pas un mood board avec des idées. Il y a déjà tout. Il y a déjà l'endroit où elle applique, il y a déjà l'endroit où est l'évier, comment on circule. On va faire en même temps l'ergonomie et la direction artistique. Dans la DA1, le lave-vaisselle est en hauteur, et voilà pourquoi c'est chouette, parce que là, quand tu l'ouvres, ça gêne pas le passage au salon. La DA2, on a plutôt mis un lave-vaisselle dans l'îlot, parce que tu vois, c'est confortable quand la table des enfants est débarrassée, blablabla, blablabla. Donc on parle constamment en parallèle des deux. On fait pas d'abord l'ergonomie, puis l'esthétique doit subir un peu. Et on fait pas d'abord le mood board, ça va être une ambiance baléare, et après tu te retrouves coincé avec un lave-vaisselle pas pratique. C'est fondamental de jamais lâcher les deux, jamais. Donc c'est très précis, et c'est comme ça, tu dis, que vous tenez votre budget ? Ouais, parce qu'en fait, on a capé, comme on t'a dit très en amont, le fait que c'était OK pour les clients, que nous, on estimait ça avec une grosse enveloppe. C'est un peu goujat de dire ça, mais en fait, on cale cette enveloppe à 10 KE près, donc c'est quand même beaucoup d'argent, c'est quand même assez flou, mais c'est suffisamment précis pour que la direction artistique ne fasse pas envoler ce budget. On l'a déjà capé avant. Et vous l'avez tenu, ce budget ? Ou est-ce on va en reparler après, est-ce qu'on va déambuler pièce par pièce ? Vous l'avez tenu, ou il a changé au fur et à mesure, justement, peut-être des nouvelles idées qui sont venues ? Non, avec vous, ça n'arrive pas, les nouvelles idées. Eh ben alors, tu as raison, si on prend le temps de l'étude et qu'on finalise l'étude avant le chantier, ça ne dérape pas. Dans ce projet, on avait une deadline qui était que la fille de ce couple se mariait. Et donc, on a démarré le chantier avant même d'avoir fini la conception. Donc, c'est pas un super exemple qui pourrait être référence pour nous, du budget parfaitement suivi. On a priorisé le timing, ce qui était, je continue de penser, une bonne idée. Et donc, ils ont pu se marier dans cette chouette maison. Mais le budget s'est fait au fur et à mesure de l'eau, ce qui n'est pas le meilleur process. Ce qui n'est pas le plus rassurant. Enfin, ce qui n'est pas le plus... En l'occurrence, ce budget, il ne s'est pas tant envolé que ça. C'est plutôt qu'eux, ils étaient un peu toujours stressés parce que les enveloppes budgétaires arrivaient petit à petit. Or, nous, on aime vraiment que les enveloppes budgétaires soient toutes reçues pour présenter un budget et pour ensuite le maintenir. Et nous, c'est très important. La dernière chose que je voudrais juste rajouter sur cette conception, c'est que nous, ce qui nous tient à cœur dans les conceptions de projets et dans le déroulé du projet, c'est de co-construire le projet avec les clients. Donc, quand on présente une direction artistique, quand on présente un budget, quand on fait des choix, des réajustements, etc., on est en permanence en train de questionner nos clients, de voir comment ils réagissent. Et nous, on dessine le projet pour une famille très précisément. Et donc, c'est très, très important de s'adapter à leurs réactions, leurs envies, etc. On n'est jamais obtus sur nos décisions. Et rien de pire que le snobisme d'un archi qui refuserait, tu vois, le meuble de famille, la commode, qui est peut-être pas la plus jolie du siècle et qui va soi-disant gâcher son shooting. C'est atroce, ce genre de phrase. Enfin, nous, tu l'adores ta commode, Hortense, bah oui, ok, elle est un peu cucu, mais c'est ok, en fait. Le plus important, c'est que toi, tu sois contente que la commode de ta grand-mère soit dans cette entrée. Et on fera avec, et surtout, bah, c'est pas grave, quoi. Et ça, il y a un vrai truc du snobisme de la prescription du mobilier aussi, on en parlera après, mais c'est... Nous, on aime vivre avec vos contraintes, en fait. C'est ce qui donne vraiment de l'âme au projet, essentiellement. Ouais. Tu dis, vous n'avez pas présenté de mood board. Alors, qu'est-ce que vous leur avez présenté ? Comment s'est passée la première réunion ? C'est une 3D. La direction artistique, en fait, c'est une 3D en volume de ta pièce. Et donc, tu vois en volume ta pièce dans la direction artistique A, avec ce que je t'évoquais, selon les ambiances. Et c'est vraiment des images modélisées en perspective de ta pièce, directement avec les matières appliquées. Les matières, les couleurs et déjà d'une sélection de mobilier, d'ambiance. Ouais. Alors là, donc pour vous, c'est un travail énorme si tu proposes trois ambiances et qu'en fait, ils aiment rien. Alors, c'est pas si énorme que ça parce qu'on va vite, mais on fait que pièce par pièce. Parce qu'en effet, si on voit tout de suite que l'ambiance minérale et beige, c'est pas leur trip, et ben on va pas le décalquer sur toutes les pièces de la maison. Donc là où tu as raison, c'est que les premières pièces, il y a 3 ambiances.
Mais ensuite, plus on avance dans le projet, à la fin, les pièces annexes, les chambres, les salles de bain, très souvent, on fait un one-shot. On présente une DA, qui est une déclinaison du reste de la maison, et très souvent, c'est de l'ajustement, on n'en présente pas 3. Donc tout le monde est d'accord. Alors après, qu'est-ce qui se passe ? Comment on passe à l'action ? Combien de temps ont duré les travaux ? Comment vous vous êtes mis au travail ? Vous avez des entrepreneurs sur place, des artisans ? Comment ça s'est passé ? Alors oui, on est entouré de notre team d'entrepreneurs qu'on a mis vraiment du temps à trouver. On a vraiment mis 10 années à petit à petit s'entourer des bonnes personnes pour tous les lots, pour tous les petites spécificités du chantier. En tout cas, l'important pour nous, dans notre quotidien, c'est de travailler avec des gens qui sont suffisamment fidèles pour continuer d'un chantier à un autre. Et nous, ça, c'est un point vraiment essentiel pour nous. Et donc, ici, c'est des artisans qui ont travaillé, qui se sont occupés de la rénovation globale. Et évidemment, on a dû s'entourer pour certaines spécificités ici, d'artisans supplémentaires, et avec qui ça s'est très bien passé. Ouais. J'ai oublié de vous demander, tout à l'heure, quand vous parliez de la DA, vous avez votre propre DA un peu terre grise, vous avez quand même une identité qui est assez forte. Dans quelle mesure vous infusez ce style-là dans ce projet ou dans vos projets, même dans l'absolu ? Alors tu as raison, on a un style, alors comme tu dis, la patte des architectes, chaque agence infuse son goût. Nous, c'est principalement une ambiance colorée et des matériaux assez bruts, assez nobles. On est spécialisé du bâti ancien, donc on retrouve quand même souvent de la terre cuite, des tomates, des tuiles, des briques. Là, dans ce projet, c'était particulièrement à notre image, puisque c'est une grande maison, une maison ancienne, une maison en Normandie, ça coche beaucoup de cases de notre univers. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens viennent déjà nous voir quand ils aiment notre univers, donc c'est plus facile d'infuser. Et par exemple, dans ce projet-là, ils étaient à un moment du chantier, ok, bon, en fait les filles, tout ce qu'on a voulu modifier de vos conseils, on le regrette, donc maintenant on vous écoute, vous êtes parole d'évangile, tout ce que vous dites, on va le faire. Donc c'est amusant aussi, c'est que plus le temps passe au cœur même d'un projet, plus les gens nous écoutent, pas aveuglément du tout, parce qu'en fait c'est une co-construction, mais voilà. Ce qui est rigolo avec ces clients, c'est quand environ aux 2/3 du projet, ils nous ont confié leur appartement parisien. Pareil, là, ils nous ont dit, c'est marrant parce que les petites erreurs qu'on aurait pu faire sur la grande maison, cette fois-ci, de toute façon, on n'a pas la bande passante, mais on va vous donner carte blanche sur ce projet. Et donc, on a fait un deuxième projet parallèle avec eux, très, très coloré aussi. Qui ressemblait un peu au même... Rien à voir. Pas du tout. Beaucoup plus citadin, beaucoup plus... très joyeux aussi. Ouais. Combien de temps ont duré les travaux, le chantier ? Alors, entre 8 et 10 mois, ça dépend qu'est-ce qu'on compte dedans. Nous, on trouve qu'un chantier s'arrête quand les rideaux sont accrochés et les patères... Et la petite cuillère. Alors, pas la petite cuillère, mais tu vois... ça, vous gérez pas. Les butées de porte, exactement. Parce que t'as beau avoir fini ton chantier, si quand tu ouvres les portes, tu as éclaté la peinture avec la poignée parce que tu n'as pas mis la butée, en fait, t'as tout gâché. Donc, nous, on livre un chantier quand, si tu retournes la maison, il n'y a rien qui tombe. Et après, tout ce qui tomberait, c'est-à-dire le mobilier, le canapé, le tapis, les chaises, c'est une autre prestation qu'on fait à la demande des clients, mais pas systématiquement. Ok. Alors, on va rentrer. Emmenez-nous dans la maison. Donc, tu parlais de l'entrée que vous avez déplacée, par exemple. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors en fait, cette entrée, on l'a déplacée parce que quand on arrivait sur le terrain de cette grande bâtisse, qui était somptueux d'ailleurs, parce qu'il y avait une mare devant cette maison, etc., on devait contourner... On voyait pas la porte. On voyait pas la porte d'entrée, en fait, tout simplement. Donc en fait, j'arrive, je suis... nous, basiquement, quand on a été visiter cette maison la première fois, on arrive, on se gare, et là on était merde, je rentre à droite, je vais à gauche, attends. Et donc je me souviens que Amélie était partie sur la droite, moi plutôt sur la gauche, pour essayer de capter à l'intérieur des fenêtres où étaient les clients. Ça, c'est une circulation ratée. Et je me souviens une grande maison comme ça doit que... être clair, avec un pot de fleurs, avec une applique, avec Mais comment une grande maison de campagne, campagne peut pas avoir de... C'est toujours comme ça. En fait, il y avait une porte d'entrée, mais elle n'était pas visible quand tu arrives. Ça, c'est essentiel. Quand tu arrives dans ton terrain, dans ton jardin, les invités arrivent, de voir la porte. Et donc, on a commencé par la mettre sur une autre façade pour la voir de loin quand j'arrive. Tu peux la laisser ouverte pour que ce soit accueillant. Tu peux laisser une applique allumée. Tu peux mettre 2 pots de fleurs pour marquer que c'est cette porte-là et pas une autre. Mais des bâtisses comme ça, Hortense, il y a 30 portes. Donc, en fait, si tu laisses aller le truc, évidemment que c'est plus lisible. Et ça, c'est la première chose qu'on a faite. Non seulement on va tourner la porte, on va la mettre sur une autre façade. Et on va contraindre certaines sorties aussi. Voilà. En fait, il y en a dans des énormes maisons comme ça, il y a en effet évidemment beaucoup de portes-fenêtres sur l'extérieur parce qu'on a on a très envie d'être tourné vers l'extérieur. Donc ça, c'est essentiel. Mais pour autant, être tourné vers l'extérieur, ça ne veut pas dire pouvoir circuler dehors directement.
On peut être tourné vers l'extérieur avec des grandes baies fixes qui sont totalement... On ne peut pas circuler, mais on a vue sur l'extérieur. On peut de temps en temps avoir une porte-fenêtre qui nous mène sur une terrasse, là d'accord. Mais en fait, si je n'ai que une enfilade de porte-fenêtres qui peuvent s'ouvrir sur l'extérieur, en fait, je peux toutes les ouvrir à la fois. Finalement, souvent, on utilise la même, ou alors, enfin, voilà. Et ça contraint l'espace à l'intérieur, alors qu'une baie fixe, on peut mettre des tablettes, on peut mettre un joli fauteuil devant, et à l'extérieur, c'est la joie de pouvoir paysager et d'approcher le végétal de la façade, ce qui est génial. Beaucoup de maisons de campagne, même des châteaux, on en rénove, on a cette chance, c'est une bâtisse plantée sur une dalle de gravier, en fait. Et tu as des graviers sur 20 mètres autour, ce qui était le cas de cette maison, et le jardin et le paysage est 20 mètres après la maison. Mais c'est dramatique, quand tu es dans ton salon, tu vois d'abord des graviers, puis au loin, l'écureuil. Nous, on rapproche l'écureuil, ça fait partie de notre job. On va rendre fixe des fenêtres, paysager juste devant avec un massif de végétal, ce qui fait que quand tu es dans ton canapé, le végétal est à 2 mètres de toi. Et ensuite, la terrasse. Et quand tu es dans ta terrasse, tu n'es pas au pied de ta façade, c'est très minéral, accessoirement il fait trop chaud l'été. On vient rapporter du végétal entre la terrasse et la maison, quasiment systématiquement sur des projets. D'accord. Alors attends, je reviens à mon entrée. Tu rentres dans ton... L'entrée, elle était dans l'extension ou qui est au milieu? Non. Non, on a percé ce qu'on appelait nous la tour, qui était une partie en pierre de la bâtisse existante. On l'a percée. Cette pièce, on l'a cloisonnée pour créer une vraie partie entrée qu'on appelle le déboté dans tous nos projets. Peut-être pas à Paris, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bottes. Mais c'est vraiment l'endroit où tu peux te déchausser, te dévêtir, sans avoir à ouvrir de placard. Donc il y a des patères et il y a un endroit pour mettre les bottes et poser ton chapeau, ton panier sur la banquette. Pourquoi il ne faut pas ouvrir des placards? Parce que personne ne le fait. C'est soit la mère de famille esclave de son foyer qui le soir range tous les manteaux dans un placard quand tout le monde est couché. Ça te parle, Hortense? Voilà. Soit la maison est en bazar. Il n'y a pas beaucoup d'autres schémas. Donc le seul schéma pour éviter ça, soit une maison en bazar, soit quelqu'un qui est esclave des autres, c'est de mettre des patères visibles et de mettre un espace vide sous lequel tu vas glisser ta paire de baskets, et c'est valable à Paris comme à la campagne. Et dans une maison comme ça, encore plus dans une maison secondaire qui est amenée à recevoir beaucoup de monde, en fait, les entrées sont toujours sous-dimensionnées. Mais même à Paris, dans des petits appartements parisiens, une entrée qui est ratée, ça donne les espaces d'après qui sont ratés, pollués en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si mon entrée est trop petite, mon manteau se retrouve sur le dos de la chaise de la salle à manger, mes chaussures éventuellement dans le couloir et mon sac à main sur l'îlot de la cuisine. Et ça, c'est raté. Et donc dans cette maison, il nous disait déjà, mais vous êtes sûr tout cet espace pour l'entrée? Parce qu'au dos de cette entrée, on a créé un WC avec un vrai lave-main sorti des toilettes, vraiment un espace conséquent pour que ce soit agréable. J'arrive, j'ai pas besoin de rentrer dans un petit WC avec un lave-main à l'intérieur, je peux me laver les mains. Il y a le rituel de se laver les mains hyper important à Paris quand on sort du métro, mais aussi à la campagne. Et donc pour nous, c'est comme dans les restaurants. Quel plaisir de pouvoir se laver les mains avec de l'espace, un grand miroir et de la lumière. Mais pourquoi on le fait pas chez soi? Et nous, c'est vraiment un truc aussi, une petite marque de fabrique. Sortez les lave-mains des toilettes. Et faites un vrai lieu où les enfants se laveront les mains beaucoup plus facilement. Les copains qui arrivent en vadrouille d'une balade à cheval ou en forêt, ils arrivent, ils se lavent les mains. Le rituel devient une expérience sympa. Et c'est pas trop de le dire. Et c'est fondamental, se laver les mains, aller aux toilettes, se dévêtir, se déchausser. Combien de fois par jour on le fait? 10 fois. Et c'est toujours maltraité, ces fonctions. Et tu vois que le parti pris de cette entrée, c'est aussi d'avoir mis des murs très sombres, un peu couleur tabac. 1, parce que c'est pas salissant. Et 2, pour avoir un côté très accueillant et très enveloppant. On a envie de mettre du blanc dans une entrée, c'est un peu dommage, parce qu'on vient de l'extérieur et on a tout de suite une sensation cosy. C'est la première impression de la maison aussi, l'entrée. Donc en fait, nous, on aime beaucoup leur donner en général beaucoup de caractère et de travailler le moindre détail. Je veux dire, s'il y a une banquette pour se chausser, pour poser son sac, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas cossue elle aussi. Parce qu'en fait, on va s'y asseoir pour enlever sa paire de pompes 10 fois par jour, en l'occurrence dans une maison comme ça. Et donc c'est dommage que ce ne soit pas directement bien pensé et chaleureux. Comme le lave-main qui est dans un joli travertin, et c'est peut-être la plus belle vasque de la maison, alors même que c'est pas la salle de bain. Mais en fait, au contraire, c'est là que tous les invités vont aller, et voilà. Et cette couleur tabac, elle vient d'où et comment vous l'avez choisie dans ces cas-là? Ça faisait partie des propositions dès le début et qui a été validée tout de suite? Dans la première DA, on a décidé dès le début de ces 2 teintes, c'est la couleur tabac et la couleur lit de vin, puisque on s'était donné cette contrainte de chiner des tomates
Comme ça, le sol avait l'air d'avoir toujours été là et en continuité avec l'existant. Et ces 2 teintes, on les a déclinées dans toutes les pièces. Et elles rendent elles ont des rendus très différents selon qu'elles sont dans les toilettes ou dans la cuisine. Et donc cette couleur tabac, elle vient de chez Argile Peinture, c'est la couleur Jupiter. Et elle rend très très bien avec les taumettes. Elle donne un côté à la fois contemporain et en même temps très authentique. Tu disais, les taumettes, elles viennent d'où ? On les a chinées de chez Lacombe Matériaux. Alors, comment à quelqu'un qui ne sait pas qu'on peut chiner ce type de matériaux, comment oui, on peut chiner du sol ancien. Il y a des retailers de ça qui juste font de l'achat et de la revente de vieux matériaux en démontant des vieilles bâtisses, des châteaux qui sont en démolition. Ils récupèrent les matériaux et il y a des plateformes de revente de matériaux anciens. Ouais. Vous gérez ça aussi. Tout à fait. La logistique, la livraison. Ouais. Absolument. Ça fait partie un peu de notre scope et ça fait aussi partie du... Enfin, on pourrait décider on trouve des imitations maintenant... Mais en fait, quand on est dans des bâtisses qui ont tellement de charme, quand on fait des rénovations comme ça, le bâti ancien, il a besoin d'être respecté. Et pour qu'il soit respecté, c'est pas de l'imitation de faux anciens. Donc on préfère passer des heures à trouver des lots de taumettes pour des surfaces suffisantes aussi, pour que la maison soit réussie. Parce qu'en fait, ça, c'est quand même la base, quoi. Je veux dire, les sols, le bois, les poutres qu'on rénove, etc., c'est quand même la base de la maison. Après, que le mur soit Jupiter ou finalement dans 10 ans qu'il le change en bleu canard, c'est une chose, ça c'est des questions de mode. Mais par contre, ce qui fait la base de la maison, c'est extrêmement important pour nous. Et c'est vrai que les revêtements sol et mur sont assez souvent chez nous anciens ou récupérés ou chinés, ce qui permet ensuite que l'agencement soit très contemporain avec des lignes très sobres. On a plutôt un style minimaliste s'agissant de l'agencement ou des plans vasques, par exemple sur l'entrée avec ce travertin. Et c'est possible parce que l'enveloppe, les revêtements de sol, par exemple, sont anciens. On trouve que sol ancien plus imitation cottage anglais sur l'agencement, ça peut être un peu too much. Et inversement, l'imitation de l'ancien avec des lignes très contemporaines, c'est un peu bancal. Est-ce que le fait que ce soit chiné, c'est une économie ou pas du tout ? Ça peut même être plus cher. C'est plutôt plus cher parce que plus compliqué à poser. On a des tomates qu'on doit nettoyer en dessous et au-dessus. C'est pas une source d'économie. Alors après l'entrée, on passe à quelle pièce ? On accède à quelle pièce ? Alors après l'entrée, en fait, nous, on a créé une enfilade de 2 pièces qui sont essentielles dans cette maison. L'enfilade de la cuisine dans laquelle il y a un petit espace déjà de salle à manger. Et cette enfilade de pièces, elle est suivie d'un petit salon. En fait, la difficulté quand même de cette maison, enfin la difficulté de ce scénario familial et de cette bâtisse, c'est qu'ils passent clairement de week-ends où ils peuvent être 15 à 22 dans la maison. Et la semaine, hop, l'étau se resserre et puis finalement ils se retrouvent à 2. Et en fait, c'était hors de question qu'ils se retrouvent dans des volumes gigantesques, dans une salle à manger gigantesque, qui du coup la semaine deviennent très froides parce que c'est des trop grands salons, des trop grandes pièces. Et donc on a décidé dans cette enfilade de créer donc une cuisine accueillant donc un vrai espace repas, puis un petit salon beaucoup plus petit dans lequel on a recréé à nouveau une petite banquette où il y a une petite table sur laquelle prendre un souper tous les deux, etc. Et donc ces 2 pièces-là, on les a vraiment chouchoutées parce que elles devaient accueillir et toute la famille et leur quotidien. Ce qui est pas simple dans une cuisine, parce qu'une cuisine pour 2 ou pour 12, on la conçoit pas pareil. Donc il y a des règles d'or qu'il ne faut pas louper dans une cuisine. Et il y a ce qu'on appelle, nous, les 2 triangles fonctionnels. On va même parler d'un 3e pôle. Donc on va dire 3 pôles. Il y a le pôle technique, celui qui cuisine. Celui ou celle qui cuisine, c'est évier, cuisson, frigo. Tu vois, là, il y a celui qui passe de l'un à l'autre constamment quand je prépare ma salade composée. Et quand on est plusieurs dans une cuisine, l'autre pôle, c'est celui du dressage et du débarrassage de la table. Ah bah tiens, t'es en train de faire les fraises, je vais vider le lave-vaisselle. Donc tu as le pôle lave-vaisselle, table, vaisselle. Et ce pôle-là, il ne croise pas l'autre. Sinon, c'est comme ça qu'on a... Attends, excuse-moi, Sophie, est-ce que je veux juste accéder au lave-vaisselle, je dois juste ranger quelque chose, et Sophie se retrouve constamment dérangée parce qu'elle n'est pas dans le bon triangle. En fait, ça, c'est pas un détail. C'est une chose qui est ratée à 80% du temps sur les projets sur lesquels on arrive trop tard. C'est fondamental, parce que c'est comme ça qu'on vit mieux ensemble. Notre job, ça n'est quoi d'autre que celui d'améliorer le vivre ensemble. Rien d'autre. C'est pas de faire du joli bleu sur les murs. C'est de comment je vis bien avec mes enfants, mes beaux-enfants, mon mari, ma belle-mère, en tribu dans une pièce. C'est quand tu ne demandes pas toutes les 4 minutes « Hortense, recule-toi, je dois juste prendre une petite cuillère ».
c'est agaçant en fait, et on finit par s'énerver. Quand c'est bien pensé, on vit ensemble, et cette cuisine, elle a été bien pensée, et on peut en parler pendant des heures. Les cuisines, c'est des réunions qui durent 3 heures avant même de parler de la couleur du bois de ta façade. Où est ton lave-vaisselle, Hortense? Où est-ce que tu ranges les assiettes? Où est-ce que tu mets la farine et le sucre vanillé? C'est pas un détail. En fait. Donc là, elle est en plusieurs zones, la cuisine, c'est ça? Absolument, il y a quasiment il y a 3 grandes zones. Elle fait combien 4. en superficie pour qu'on se rende compte? 25 mètres carrés, Ouais, c'est assez grand. c'est quand même une grande pièce. Il y a tout un linéaire de colonnes qui, lui, est extrêmement fonctionnel et remplit énormément de fonctions, dans lequel on trouve les grandes fonctions, le frigo, un grand congélateur. Et le coffee corner. Toute la vaisselle et le coffee corner, en effet. Coffee corner. Voilà. Hey. Ce linéaire, il est interrompu aussi pour pas que ce soit trop massif par une grande niche dans laquelle on adore, nous, donc, mettre le petit électroménager qui est aussi séparé en fait des fonctions de la cuisine. C'est-à-dire que quand je fais un café, j'ai pas besoin d'être entre ma plaque et mon évier et faire chier celui qui ouvre la poubelle. Tout ça, c'est séparé. Donc le grille-pain, la bouilloire, le petit électroménager, on aime bien le séparer et puis le lier aussi à la fonction du petit déjeuner ou du goûter. Pareil, c'est une épicerie ou une vaisselle très particulière qui n'est pas la même que le reste. Dans cette cuisine, il y a un îlot central, qu'on a dénué de fonction sur le plan de travail. En revanche, sous lequel on trouve un très grand four parce que c'est des grands cuistots, ils adorent cuisiner, ils font que ça. Mais sur ce grand plan de travail, là se passent millions de choses. On étale les pâtes à tarte, on écotte les fruits pour la confiture, etc. Donc ça, c'est très fonctionnel. Et puis, il y a une dernière zone dans cette cuisine, il y a même une dernière grande zone qui est encore séparée en 2. Il y a un grand linéaire de fonctions sur lequel, là, je retrouve en effet mon évier, ma cuisson. Ça qui était génial dans ce projet, c'est qu'on a pu recréer des ouvertures face à la mare extérieure. Enfin, on est encore vachement tourné sur l'extérieur. Et puis, on a une dernière partie sur ce linéaire qui est plus sur la droite et un peu cachée et qui nous sert un peu d'arrière-cuisine, c'est-à-dire une fonction. Ça, on adore, peu importe la taille du projet. On trouve toujours un endroit qu'on aime presque... On aime bien piquer sur un volume existant, une petite zone qui nous sert de cellier arrière-cuisine, qui est un peu l'endroit où on met les choses qu'on n'a pas envie de voir dans une cuisine. Il y en a toujours. Ça, on aime bien aussi ne pas être focus sur ce qu'est notre quotidien à tous. Et donc, dans une cuisine, il y a toujours 2-3 trucs moches. Et donc là, on avait un petit recoin qu'on a traité pour cette zone-là. Et la couleur foncée peut aider à rendre discrète un espace. On pourrait penser que c'est voyant et que ça appelle l'œil. Il n'y a rien de pire que le blanc pour appeler l'œil. La couleur foncée, au contraire, elle va étouffer, assourdir un espace. Et donc, typiquement, cette cuisine arrière-cuisine, on l'a fait dans cette teinte lit de vin Bordeaux, justement pour qu'elle soit discrète. Et pourquoi vous vouliez qu'elle soit discrète, la cuisine? Parce qu'elle est très belle. Juste ce coin-là de la cuisine. Le reste de la cuisine est dans un beige lumineux. C'est juste le coin renfoncé dans lequel il y a les fonctions évier, passoire remplie de pâtes, la banette de pain, les grosses cuillères en bois, le thermomix, la trancheuse à jambon. Tu vois, ça, c'est chouette, c'est fonctionnel, mais c'est pas nécessairement la première chose qu'on a envie de voir quand on arrive dans cette cuisine. Ok. Et qui vous l'a fait, la cuisine? C'est du sur-mesure. Vous n'allez pas chez un cuisiniste dans ces cas-là? Non, on a un partenaire très fidèle avec qui on conçoit nos cuisines. En fait, c'est un agenceur multimarque avec qui on peut avoir notre linéaire en bois. Et bah tiens, on va le prendre chez un Italien qui a cette spécificité-là. Voilà, le linéaire, peut-être un truc plus basique parce qu'en fait là j'ai pas besoin d'autant de noblesse et donc on va le prendre chez une autre marque et ça on adore parce que elle est capable de nous sortir plein de pépites à droite à gauche. Et c'est elle qui vous fait des propositions ou c'est vous qui repérez? On dessine tout, on conçoit tout justement dans nos 3D avec le client. Tiens, le mur de colonne va être en bois et un bois plutôt foncé. On a ici à l'agence une matériothèque dans laquelle on a tous les échantillons de façade de 5-6 marques de cuisine. Et quand on ne les trouve pas, on les fait faire par notre menuisier. Et donc, très souvent, dans une cuisine, il y a au moins 2 marques et au moins un élément fait sur mesure. On mélange pour des questions de coût. On ne va pas tout faire sur mesure. Ouais. Et les plans de travail, il est en quoi, le plan de travail? Il y en a 3 différents. Oui, c'est ça, j'ai l'impression. Il y a l'îlot qui est carrelé avec une faïence très chouette de chez Normandie Céramique. On adore cette marque.
c'est hyper local, il y a un choix de couleurs absolument dingue. Donc ça, c'est un îlot carrelé qui vient plutôt comme un objet au milieu de cette cuisine, un élément un peu artisanal qui a un côté très authentique. Le linéaire du fond, bas, c'est une céramique, donc extrêmement fonctionnelle sur le plan des risques de coupure, de chaud, de froid. C'est génial comme plan de travail, ça craint rien. Et dans la niche de ce petit coffee corner, qui est l'endroit où on va se faire un thé en milieu d'après-midi et on n'a pas envie de voir le rôti, en train de se faire découper dans la cuisine, et ben là, on a mis plutôt une matière noble, on a mis un joli travertin, grigio, et donc on a 3 matières, et ça choque pas du tout, puisque c'est quand même harmonieux et sobre. Oui. Et j'ai vu une vidéo sur vos réseaux sociaux pour un autre projet, mais est-ce qu'il y a une hotte? Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas fan des hottes. Alors c'est pas nous, en l'occurrence ça a fait débat sur les réseaux sociaux, c'est très rigolo, c'est un sujet clivant. On s'est rendu compte en étudiant et en questionnant nos clients que seulement 1/3 de nos clients allumaient leur hotte. Et ceux qui l'allument et qui ont cette rigueur, alors mettez des hottes, parce que c'est quand même génial de pas sentir le lardon dans toute la maison. En revanche, quand vous ne vous en servez pas, et si on est honnête et légitime et plutôt sincère, 2/3 des gens ne s'en servent pas. Quand on s'en sert pas, passons-nous-en. Ouais. Et toutes les deux, en effet... C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. En fait, le vrai sujet, si on parle de la hotte, il y a un vrai sujet qui est une évolution des mœurs et des usages de la cuisine. Les gens utilisent de plus en plus leur four par rapport aux générations d'avant, et de moins en moins des grillades et des fritures. Donc, avant, on faisait tout cuire à la plaque. Maintenant, même les viandes, on les fait au four. Il y a beaucoup plus... Les mœurs ont vraiment évolué, toutes les études le prouvent. Et donc, le four a plus d'importance. Quand tu fais cuire au four, t'as pas besoin de ta hotte. Ah, bien joué, j'avais pas cette info en tête. Il y a des jolis luminaires, je crois, dans la cuisine, donc on peut oser les vrais luminaires dans notre cuisine. On n'est pas obligé d'avoir des spots vilains. Spots vilains, exactement. Non, au contraire, en fait, tout comme il faut oser les couleurs dans une cuisine, parce que dans notre assiette, il y a plein de couleurs, etc. Les luminaires, c'est un peu pareil. On n'a pas forcément besoin de luminaires techniques. En fait, l'idéal dans une cuisine, c'est de mixer les luminaires techniques qui vont éclairer un plan de travail, le coin repas, etc. Avec un mix d'appliques, beaucoup plus déco, beaucoup plus... C'est pas parce qu'on est dans une cuisine qu'on a besoin de choses qui ne soient pas travaillées, qui ne soient pas raffinées, voilà. Pareil, au-dessus d'une table de repas, on a absolument besoin d'être éclairé par le haut. Et c'est souvent qu'on voit des suspensions qui sont mises au-dessus des tables de repas et on les voit toujours trop hautes. La lumière qui vient d'au-dessus de notre tête, elle a besoin d'être basse pour pas justement nous éblouir. Si elle est trop haute et mal positionnée, alors elle va être ratée. Et c'est vrai qu'on aime bien travailler 2 réseaux d'éclairage dans une cuisine. Le réseau il commence à faire nuit, il est 17h en plein hiver, il faut que ça barde un peu pour que tu vois ce que tu cuisines. Et le réseau de 7h du mat, je suis la première levée, je prends un thé et j'écoute la radio. Absolument hors de question d'avoir 12 spots au-dessus de la tronche. Tu vois ? Et donc, il faut considérer toutes ces fonctions. La cuisine, il a été analysé qu'on passe que 30 à 40% du temps à cuisiner dans une cuisine. Il reste quoi les 60% du temps ? Pas de quoi avoir besoin d'un spot. C'est le home office, c'est les devoirs avec les enfants, c'est l'atelier herbier, c'est prendre un thé avec ta sœur qui est de passage, c'est tout ça. Et tout ça, c'est un éclairage comme un salon. C'est intéressant. Alors, ok, donc on sort de la cuisine. On arrive sur un petit salon, je crois, c'est ça ? Alors, en effet, on arrive ici dans un petit salon qui est vraiment attenant à la cuisine. Et ça, c'est plutôt rare. Pour le coup, ce salon est ouvert sur la cuisine, alors que nous, dans notre quotidien, on essaye vraiment d'expliquer aux gens qu'il y a une pièce qui souffre de l'ouverture, d'être ouverte sur les pièces les plus bruyantes, c'est le salon. Sauf que là, on avait en fait au dos de cette cuisine une ancienne grande cheminée très massive, etc. Et on y a trouvé vraiment un intérêt justement pour leur quotidien, quand ils sont en petit nombre, ou alors quand justement il y a une énorme tribu dans la maison et que le salon est occupé, si on veut participer un peu à l'élaboration du repas, etc. Là, il y a vraiment moyen de venir au coin du feu, boire son verre de vin. Genre, je suis là, mais je suis sur la table avec mon ordinateur. Exactement. Je sirote un verre de vin et en même temps, je peux continuer de papoter avec celui qui est haricots. Tu vois, il y a un truc Je suis là, mais un peu plus au calme. Je prends un pas de côté, je suis un peu plus en retrait. Pour autant, l'idéal, en effet, ça nous aurait pas suffi si on avait eu que ce salon. Si on avait eu que ce salon dans cette maison, on y aurait mis certainement une porte, une verrière, etc., qui pouvait nous isoler phoniquement.
c'est vraiment extrêmement important. Là, c'est un salon qui est quand même chouette parce qu'il n'est pas traversant, il est en bout de course, donc personne circule à part par l'entrée principale. Ça, c'est déjà un point chouette. Mais ça ne nous aurait pas suffi. On l'a fait aussi parce qu'on a l'autre très grand salon qui lui est vraiment à l'autre bout, bien séparé, qu'on peut vraiment clôturer avec des portes et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Ouais, alors là c'est un petit salon, il n'y a pas de canapé, vous avez fait une banquette plutôt. En fait, dans ce salon, Hortense, il y a 2 zones pour s'asseoir. Il y a une banquette qu'on a faite sur mesure, on a récupéré un morceau de tronc d'arbre du jardin pour créer cette petite table. Et il y a un vrai canapé en face de la cheminée. Et donc, on a trouvé chouette d'avoir 2 systèmes d'assises. Le home office avec un thé et mon ordi, je suis bien plus confortable sur une banquette avec une table. Mais le chill apéro à 2, à regarder un film à côté du feu, on est mieux dans un canapé. Ouais, ok. Alors après, on passe au grand salon ou pas du tout ? On traverse d'abord l'extension, on repasse dans l'entrée et tu vois, là, pour accéder au grand salon qui était dans l'autre grande maison, grâce à l'extension qu'on a dessinée, on traverse cette pièce qui est tout simplement une salle à manger. L'extension, je te coupe, mais c'est une pièce en fait. C'est une pièce qui crée le lien entre les 2 maisons. Et qui est une salle à manger. Okay. Une grande salle à manger pour les tribus, avec une très grande table qui permet d'être toujours grande et servie et prête pour les week-ends, dans laquelle il y a aussi un escalier qui mène à l'étage de cette extension, dans laquelle on a fait une chouette chambre. Et en effet, on arrive dans l'autre bâtisse. L'autre bâtisse accueille un salon XXL. Alors attends, on va rester sur ta salle à manger, parce que j'imagine qu'il y a des choses à dire. Comment vous l'avez c'est donc un nouveau... volume. Ouais, volume. Donc c'est en quoi ? Vous avez tout créé, le sol Ouais, tout le gros œuvre. Alors, on a souvent l'idée qu'un architecte d'intérieur ne s'occupe que de l'intérieur. C'est pas vrai. Les architectes d'intérieur sont des spécialistes de la rénovation. Et dans la rénovation, on est très souvent confronté aux grosses œuvres. Donc nous, on a une grosse partie de notre expertise qui est de l'ordre de la technique et du gros œuvre. Et donc évidemment, là, il y a des murs en dur qui ont été habillés de colombages d'un côté, de briques de l'autre. D'accord ? Un étage, des combles, une toiture, des lucarnes. Et c'est une seule pièce en bas, parce qu'on ne voulait pas recréer des petites pièces et qu'ils avaient littéralement besoin de cette grande salle à manger. On a traité tous les murs dans un ton toujours celui de vin, le même que la cuisine, figure-toi, mais tu vois, qui donne une ambiance très différente. Et on a décidé de faire du all-over, c'est-à-dire c'est tout partout pareil. Et pourquoi avoir gardé les mêmes teintes ? Je sais plus, tu l'as dit tout à l'heure ? On trouve chouette de ne pas faire ce qu'on appelle l'effet harlequin. En fait, dans une maison ancienne, il y a tellement de lumières différentes, de sols différents, de vues différentes, que la même couleur déclinée va te donner une sensation d'harmonie en n'ayant pas du tout la sensation de la monotonie. Ok. Dans ta grande pièce, tu as surtout des énormes baies, des porte-fenêtres, des baies vitrées. Comment tu gères ça ? Eh bien justement, figure-toi que je vais t'avouer quelque chose, c'était avec du recul, c'est peut-être la seule chose qu'on changerait dans cette maison et dans tous les choix qu'on a fait, c'est qu'en effet là on a 4 grandes portes-fenêtres et ce que je te disais un peu au début, c'est que quand on a trop de portes qui mènent vers l'extérieur, et ben parfois c'est un peu un piège et en fait... c'était essentiel d'en créer du côté où on a recréé des terrasses, ça il n'y a pas de débat, vraiment le côté... je finis mon repas de famille un dimanche, il y a un rayon de soleil, on a recréé tout de suite une terrasse devant pour pouvoir, avec un salon de jardin, pour pouvoir venir prendre son café, l'apéritif, etc. Voire même sortir la table et la placer sur la terrasse de dehors pour avoir une plus grande agilité, de vraiment profiter du moindre rayon de soleil. En revanche, de l'autre côté, en fait, on tombe sur l'entrée de la maison, l'accès aux voitures, etc. Et ça avait beaucoup moins d'intérêt de sortir. Et si on devait revenir sur quelque chose dans cette pièce, on ferait peut-être que des portes-fenêtres que d'un côté et des baies fixes de l'autre. Ouais. T'as mis quand même des grands rideaux pour les habiller ou éventuellement cloisonner ou créer cet effet mur, Ouais, ça c'était essentiel en fait pour nous quand on crée des baies, et là c'est vraiment le cas, il y a 4 grandes baies, donc beaucoup d'ouverture sur l'extérieur. Le soir, quand la nuit tombe, faut pas oublier que les fenêtres deviennent juste des écrans noirs, et donc pour nous c'est vraiment essentiel, et pour des questions d'isolation au niveau de la chaleur, de la température qui s'en dégage, mais aussi pour avoir quelque chose de beaucoup plus cosy et confort quand la nuit tombe. Ça améliore aussi la qualité acoustique. Une pièce vide comme ça, on peut jouer avec un tapis, mais il faut absolument du textile pour que le confort phonique soit réussi. Ouais. Donc vous avez construit un escalier
En quoi En dur. Ouais. Les escaliers, le réflexe, c'est de le faire en bois, mais ça résonne et on entend les gens descendre. Quand on peut, on le coule en béton et on l'enduit d'un mortex. Là, le mortex, c'est un béton ciré très résistant, où on peut le couvrir de tomates ou de nouveau de bois. Mais en tout cas, sa structure est en béton coulé. D'accord. Et quand on monte, il y a quoi en haut ? On accède aux 2 chambres des propriétaires de la maison. On a fait des chouettes chambres colorées et il manquait 2 chambres à cette maison qu'on a créée ici. Chaque chambre a sa salle de bain. Ouais. C'est plus agile et fonctionnel, avec des ambiances très différentes. On a fait des ambiances très différentes. L'une est plutôt dans les tons verts, avec un revêtement naturel au sol et une salle de bain un peu curry. Et de l'autre côté, c'est plus poudré. C'est des teintes de vieux rose, de jaune plus pâle. Et c'est très chouette d'avoir, pour le coup, à l'étage, contrairement au rez-de-chaussée qui est très harmonieux et très monochrome, à l'étage, on a joué la carte d'ambiances différentes, comme dans un hôtel. C'est plus facile pour vous d'imaginer des chambres que les autres pièces ? Non, je dirais pas ça, parce qu'en fait, nous, les chambres, et notamment dans les maisons secondaires, on aime bien un peu les penser comme des chambres d'hôtel. Et en fait, dans une chambre d'hôtel, si on réfléchit, c'est comme une micro-habitation. On doit un peu y trouver tout l'essentiel, c'est-à-dire j'ai l'entrée, comment je me dévêtis dans ma chambre, est-ce que j'ai là aussi, comme dans mon entrée de la maison, quelques patères, un endroit où je peux, peut-être une banquette sur laquelle je peux poser ma valise, parce qu'en fait, ici, la vérité, c'est que les gens viennent parfois juste 2 jours, parfois une semaine. Même pour une semaine, on ne sort pas à chaque affaire de sa valise, on n'ouvre pas chaque tiroir, etc. Donc on aime bien penser ça comme une chambre d'hôtel où et pour autant, j'ai pas ma valise en plein milieu de la chambre. Donc j'ai un endroit pour poser ma valise. J'ai peut-être un endroit, quand c'est des très grandes maisons comme ça, où je peux avoir peut-être une petite machine à café parce que je suis contente le matin d'avoir un horaire décalé de tout le monde. J'ai envie de me retrouver plus au calme. J'ai un endroit pour télétravailler, donc un espace de bureau. Mon lit, c'est aussi à l'heure où aujourd'hui on télétravaille, parfois il y en a qui travaillent un peu vautré sur son lit. Ok, mais comment il est pensé ? Est-ce que j'ai une tête de lit pour me charger, poser mon iPad, etc. Et puis c'est un peu la même chose dans les salles de bain. Enfin, il faut qu'il y ait tout l'essentiel. Pareil, dans les maisons secondaires, on aime bien proposer à nos clients de ne pas penser trop de menuiserie avec des espaces de rangement fermés. Il faut vraiment, c'est important quand on accueille des tribus, d'avoir plutôt des espaces ouverts, parce qu'en fait, je dépose ma trousse de toilette et pour éviter après, toute la semaine d'après, tiens, t'as oublié ton rasoir, ta brosse à dents, etc. Et de rendre tout ça à tout le monde, c'est plutôt, ok, j'ai de quoi poser, j'ai des grands plans sur lesquels poser mes affaires, mais pas forcément de tout ranger quand j'arrive. Il y a une vraie différence de conception entre les résidences principales et les maisons secondaires. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent. Ils ont réussi leur résidence principale, maintenant il faut faire une maison à la mer, une maison en Normandie, je vais calquer, puis je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. J'aime bien les placards, les filles, vraiment il me faut des placards. Non, justement. Ah bon, pourquoi ? Et voilà. Et là, on décrit ce que tout le monde a vécu. J'ouvre ma valise devant un placard pendant une semaine et jamais j'ai mis les affaires dans mon placard. Et donc, c'était un peu couillon parce que la valise, elle t'a gêné, tu l'as enjambée pendant une semaine. Ouais, on a tous vécu ça. Et en fait, il y a plein de choses qui sont à l'opposé d'une résidence principale, dont les placards, on pourra en parler longtemps. Mais c'est une vraie spécificité. Et dans notre job, on pense qu'un archi peut faire beaucoup de choses. Oui, mais en fait, on pense qu'il y en est bien meilleur quand on est spécialisé. Il y a des archis qui font du retail, d'autres de hospitality. Nous, on fait des maisons de vacances, on fait aussi plein d'apparts à Paris et on les réussit super bien, évidemment. On est vraiment spécialisé dans le résidentiel pour les familles et on pense que c'est là qu'on est les meilleurs quand chacun se spécialise. Et c'est amusant comme les maisons de vacances ou de week-end ont des spécificités à elles seules. Pourquoi tu dis on peut... Alors moi je veux bien qu'on en parle des heures, des placards. Pourquoi on met pas les vêtements ? Tu trouves les gens d'expérience ne mettent pas forcément les affaires dans les placards, donc il vaut mieux prévoir quoi ? Des étagères ? En fait, moins de 4 jours, ce qui dans les études montre que quand tu restes moins de 4 jours, la majorité, pas tous, des gens laissent leurs affaires dans le sac ou ouvrent, tu vois, comme un livre, leur valise, et puis vont piquer dedans pendant le week-end. Et donc dans ces cas-là, il vaut mieux prévoir, comme dans les hôtels, un banc sur lequel tu vas mettre ta valise en hauteur, ensuite des patères ou des étagères ouvertes, derrière un petit rideau éventuellement, mais faire l'effort, ce qui paraît dingue, d'ouvrir 2 portes pour aller ranger tes habits et mettre ta valise dans un autre endroit, pour moins de 4 jours, peu de gens le font. Sauf qu'il y a plein de maisons qui sont des maisons de week-end où on reste moins de 4 jours. Oui, d'accord. Les autres chambres, elles sont où ? Les autres chambres de toutes ces... À l'étage des 2 autres bâtisses, parce que là, on te montre les photos des chambres de la zone construite, neuve. Mais en fait, les bâtisses avaient déjà des chambres.
dans lesquelles... auxquelles vous n'avez pas touché. Non, exactement. Elles étaient déjà très chouettes. Les clients ont beaucoup de goût, donc il y avait déjà une base géniale. Et je dis pas que dans quelques années, elles nous remissionneront pas pour qu'on les améliore, mais elles sont déjà géniales. Ok. Donc là, on redescend de la chambre. Il nous manque quoi? Le salon? Le grand salon, en effet, salon. donc, qui se situe après cette grande salle à manger. Une fois qu'on a traversé cette grande salle à manger, on rentre dans ce salon, donc avec une porte vraiment... alors, elle est certes vitrée, mais elle est vraiment phonique. J'arrive dans ce salon, et là, c'était un salon vraiment XXL, qui a d'ailleurs été... la rénovation, elle a commencé par celui-là. En fait, quand ils nous ont rencontrés, ils démarraient les travaux un mois après. Et on leur a dit, mais attendez... il y a quand même encore millions de choses à dire sur ce salon. Et enfin, ah non, mais c'est pas possible, mon peintre arrive la semaine prochaine. On lui dit, non mais attendez, on va tout arrêter, on va temporiser, vous allez le mettre sur autre chose pendant 3 semaines. J'imagine que vous avez bien un endroit à peindre dans cette maison. Et puis, on va bien le réfléchir, ce salon. Parce qu'en fait, il était tellement gigantesque qu'il y avait encore moyen de se planter à l'intérieur même de ce salon. Et donc, nous, on a fait 2 choses principales. C'est quoi gigantesque, choses. toi, en dimension? Pardon, je te coupe. 70 mètres carrés. Ouais, un truc comme ça. Vraiment gigantesque. Avec une hauteur sur le plafond délirante. Et donc, on a fait 3 choses vraiment structurantes dans ce salon. La première chose, c'est qu'on l'a séparé en 2. Séparé en 2 juste par du mobilier. En fait, on a créé 2 salons à l'intérieur du même salon. Il y a un salon qui est vraiment tourné vers la cheminée, la grande cheminée qui existait. Et donc, les canapés, eux, sont plutôt assez serrés autour de la cheminée, parce que quand on est autour de la cheminée, on n'a pas envie d'être à 6 mètres de cette cheminée. Et donc, on a envie vraiment de pouvoir se rapprocher autour d'une table basse, etc. Et puis après, il y a l'autre salon, beaucoup plus XXL, où là, on a envie de se vautrer assise pour regarder un film sur un grand rétroprojecteur, être côte à côte, voilà, toute la bande de cousins qui s'étale là. Mais en fait, ce grand salon, pardon Manon, était en face d'une porte qui menait sur le jardin. On a commencé à dire aux clients qu'en fait, on n'a pas besoin d'accès indoor-outdoor d'un salon au jardin. Et donc, on a commencé par dire, on va fermer cette porte. Ah bon? C'est une hérésie? Ben non, on va fermer de l'allège, le bas de la porte, on va le maçonner et on va l'élargir, cette porte, pour faire une grande baie qui donne l'idée plutôt d'un tableau sur le jardin, et on va gagner énormément en lumière. Tu vas empêcher que tes petits-enfants débarquent du salon, dans le salon avec leurs bottes crottées du jardin, et tu vas rien perdre, tu vas juste gagner. Et donc c'est une chose qu'on fait souvent, reboucher des portes pour les élargir et les transformer en baies panoramiques. Donc c'est la première chose qu'on a faite. Et ensuite, maintenant, tu parlais d'une deuxième chose. Donc, la première chose, c'était plutôt le mobilier séparé, donc ce salon en 2 salons. La deuxième chose, en effet, c'était cette baie fixe. Et la troisième chose, c'est les verrières de toit. On manquait quand même, malgré tout, avec ce volume de lumière. Et donc, on est venu créer des grandes verrières de toit. C'est pas des Velux. J'allais dire que c'est volontairement choisi le terme verrière de toit plutôt que fenêtre de toit. On peut partager cette marque, elle est géniale. Elle s'appelle Cast PMR et c'est un peu le concurrent de Velux, mais pour les toits patrimoniaux, on va dire, pour des jolies rénovations. Et d'ailleurs, les ABF, nos amis des architectes des bâtiments de France, très souvent valident nos projets parce qu'on prescrit des Cast PMR, c'est ce nom un peu bizarre, comme verrière de toit. On a le bénéfice, comme Velux, d'avoir des bonnes isolations, des traitements au vitrage solaire, etc. Mais avec un look beaucoup plus intégré aux vieilles toitures. D'accord. On a quoi au sol dans le salon? Parquet. Ouais, on a un parquet qui est le même que dans la salle à manger. Des grandes lames larges. De chêne naturel, très simple. Et comme couleur au mur? Notre couleur favorite, qui est la couleur dune de chez Argile, qui est la couleur autour de toi, Hortense. On se parle à l'agence à Paris, qui est une couleur géniale, qui est un beige, qui n'est ni trop jaune ni trop gris, et qui se marie à merveille avec les matériaux anciens. Et donc, quand tu le peins sur un mur blanc, il va te paraître taupe. Et donc, tous les gens qui disent « Mais pour mes couleurs, vous inquiétez pas, on va faire des essais sur le mur et je vous dirai ce que j'aime. » Et nous, on commence par dire « Ne faites jamais ça. » Il y a ce qu'on appelle l'interaction des couleurs. Et donc, ton mur, il est enduit par le peintre, il est blanc. Dessus, tu vas peindre ton carré dans les 3 beiges que tu veux. Aucun des beiges ne rendra comme il rendra plus tard. Parce que ton œil va accentuer les contrastes, donc va rendre ton beige taupe et ton blanc blanc. Nous, typiquement, c'est un truc qu'on ne fait pas. Jamais. Des tests de couleurs. Faites-nous confiance. Peignez tout en dune. C'est une teinte neutre fabuleuse. Et dans cette maison, l'intégralité des murs que tu vois crème ou beige sont dans cette couleur dune. Il n'y a aucun blanc cassé, aucun gris, aucun crème. Il y a cette couleur-là.
Et c'est une couleur qu'on retrouve beaucoup. C'est pas du tout la seule, évidemment, mais dans ce projet, en l'occurrence, c'est celui-là qu'on voit beaucoup. Ok. Et donc, le salon se termine là. Enfin, se termine là, pas du tout. C'est une phrase atroce. Je veux dire, c'est la dernière pièce de la maison ? Non. Ensuite, tu accèdes à une salle de jeu, ensuite une buanderie, ensuite un bureau, dans lequel c'est encore un peu en chantier, et ce sera probablement une phase 2. Oui, voilà. Donc ça, vous, votre réno, elle s'arrête en tout cas là au salon. Ce qui est drôle, c'est que l'espace buanderie aujourd'hui, donc qui est en enfilade après de ces pièces, c'était l'ancienne cuisine de la maison. Donc ça nous fait rire de savoir qu'aujourd'hui, il y a juste les machines. Donc en fait, ils avaient une toute petite cuisine à l'époque. Et pourtant, il y avait déjà un joyeux bordel dans cette maison parce qu'ils adorent recevoir leur tribu. Et donc ça nous fait rire aujourd'hui de savoir que l'ancienne cuisine est devenue la buanderie. Ça, c'est un des exemples de ce qui vous a amusé. Quel est le meilleur souvenir de ce projet ? La relation avec les clients. C'est des rigolos. On a une génération qui nous sépare, on a l'âge de leurs enfants. Et pour autant, on a une complicité folle. On a eu énormément de confessions dans les deux sens. On avait le mari qui était donc plus sceptique au départ et qui en fait a adhéré à la cause plus que de nécessaire pendant le chantier. Et on a Sophie de son prénom qui a été notre partner in crime, quoi. Tu vois, c'était, je sais pas, on s'appelait, elle a fait une grosse partie de la maîtrise d'œuvre parce qu'ils ont voulu prendre ce lot en partie à leur charge pour éviter les dépenses supplémentaires, et aussi parce qu'ils étaient sur place. Ça a été dur pour elle parce qu'en fait elle habitait sur le chantier, elle habitait dans une partie de la maison. C'est vraiment dur, les gens sous-estiment la dureté de la maîtrise d'œuvre d'un chantier. Tout le monde le sous-estime. C'est notre job, et dans ce cas-là, on a plus fait hotline que la mission complète vraiment de maîtrise d'œuvre parce qu'ils avaient décidé ça, et ça a été pas simple. Et donc le chantier qu'on a fait après pour eux à Paris, on a fait la maîtrise d'œuvre. Ah oui, d'accord. Le pire souvenir ou la plus grosse difficulté? C'était de gérer ça. Je pense que le budget, tu vois. Je dirais que c'était plutôt la gestion. En fait, on était vraiment vraiment attachés à nos clients, et on l'est d'ailleurs toujours. Et en fait, ce qui était le plus difficile, c'était que comme la maîtrise d'œuvre était gérée par eux, de sentir que parfois c'était un peu trop pour eux, beaucoup de stress, etc. On aurait voulu les aider encore plus à se soulager. En plus, ils organisaient le mariage de leur fille l'été, etc. Et donc vraiment, pour nous, c'était plutôt la gestion de crise de temps en temps au téléphone en disant « mais là, je vais pas y arriver, ma terrasse est en train d'être pavée alors que je plante mes rosiers pour que au mariage ce soit cool ». Mais en fait, c'est un projet qui était trop loin, et la maîtrise d'œuvre, souvent, elle est acceptée par plein de confrères, alors que la réalité des choses, c'est qu'on ne peut pas bien suivre un chantier si on habite trop loin. Donc soit on a un relais local d'un maître d'œuvre local, soit on ne le fait pas du tout, mais le faire uniquement à distance de Paris en région, ça serait mentir que de dire qu'on le ferait bien. Oui. Quelle est pour vous votre petite fierté, ce que vous avez le plus réussi dans ce projet ? S'il y avait un challenge que vous avez l'impression d'avoir relevé ? Le fait que personne ne nous croit quand on dit que ce bâti n'existait pas. Et donc, il y a un truc de l'inclusion, de l'intégration de ce bâti qui a été réussi, et qu'en ouvrant la porte, pour avoir été dîner chez eux avec leurs copains, tous sont venus nous voir en disant « Oh, quand on ouvre la porte, et dis donc, c'est sympa, c'est chaleureux, on s'y sent bien. » C'est peut-être le meilleur compliment qu'on puisse nous faire. Et peut-être aussi les extérieurs, en fait. Bizarrement, on est architecte d'intérieur, mais on est vraiment aussi passionné d'extérieur. Et c'est vrai que pourtant, ils ont vraiment un domaine qui est extraordinaire en termes d'extérieur. Mais en fait, toute la végétation était trop loin. Toutes les zones de gravier faisaient qu'on n'avait pas envie de sortir, même pour juste 5 minutes parce qu'il y a un rayon de soleil. Là, le fait d'avoir vraiment ramené les terrasses près des endroits stratégiques où on avait des ouvertures, créer différentes zones de mobilier de jardin, que ce soit une table d'extérieur, un endroit où on prend son café, et ramener du végétal près de la maison, ça a complètement changé la tronche de cette maison, quoi. Un piège dans lequel les gens tombent souvent, c'est je veux faire une terrasse, alors je vais faire un rectangle devant ma porte-fenêtre, et ensuite il y a le jardin. Et en fait, ce grand rectangle fait un effet un peu estrade, et on n'est jamais très bien. Nous, on fait plutôt des carrés dissociés, tu vois, qui sont décrochés l'un de l'autre. On a un premier carré un premier rectangle pour le coin repas, puis on va faire 3 pas sur des traverses de bois et entre des massifs de graminées, et on accède à un autre carré qui est avec un calpinage, par exemple, de sols différents. Calpinage, tu vois, c'est le sens de pose des éléments.
Donc on a une pose en chevron sur le coin repas, puis on a une pose à l'échelle, là je parle de briques par exemple, pour le coin café, et il est caché derrière des graminées et des rosiers, et j'ai pas un grand rectangle tout visible. Ça, c'est une clé pour réussir des jardins. Ouais. Vous êtes quand même multicasquette parce que pour des archis d'intérieur, vous avez géré l'extension, comme vous disiez, plus tout ce qui est extérieur. Alors, en fait, pas tant que ça, puisqu'on est très spécialisé quand même, tu vois. On fait vraiment des résidences, du résidentiel pour le particulier. Alors qu'il y a des archis qui sont en amplitude d'intervention, qui vont faire une boutique, un resto et des bureaux. On ne fait pas de bureau. On rêve de faire un hôtel, appel à projet, parce que l'hôtel a les mêmes codes que le résidentiel. Mais en revanche, dans une maison, on peut te parler assainissement, toiture, capucine, linteau, gros œuvres, placo, isolation. On a une grosse expertise aussi sur les matériaux écolos, comment faire que ces rénovations elles ne pourrissent pas notre planète. Et donc on a des vrais sujets de ventilation, de qualité de l'air, de recyclage de l'eau. On a des vrais sujets techniques qu'on n'aborde pas là parce que c'est pas sexy, et en fait c'est fondamental. Et donc on a une expertise là-dessus. Mais que vous avez mis en place, il y a des projets comme ça, comme quoi tu peux nous dire ce que c'est intéressant. Par exemple, on récupère l'eau des toitures et on la met dans le réseau d'eau des toilettes des maisons, ou du lave-linge et de la buanderie. Ça, on essaie de le faire le plus souvent possible. On chauffe les maisons anciennes avec des granulés de bois. On essaye de faire ce qu'on appelle des hérissons ventilés. C'est un mot mignon, mais en fait assez technique, qui est un lit de gravier et de gros cailloux sous les dalles, sous nos sols, qui permet de ventiler les maisons anciennes qui n'ont pas de cave, pas de vide sanitaire. Et donc les maisons sont humides. Tout le monde se plaint de ces remontées capillaires dans les murs dans les maisons anciennes, tout simplement parce qu'on a coulé des dalles en béton qui empêchent la maison de respirer, et donc l'eau, elle finit par remonter dans les murs, et ça cloque. Et donc grâce à ça, on évite justement de refaire nos peintures, nos placos... tous les 7 ans au lieu de... Voilà, et ça, c'est quand même le grand drame de notre métier, c'est d'arriver dans des maisons et de foutre en l'air des choses qui ont été faites il n'y a pas si longtemps que ça. Nous, c'est compliqué pour nous, ça, et pourtant, c'est notre quotidien. Donc, essayer, en tout cas, de faire du mieux qu'on peut pour l'avenir. Pour l'avenir. Très bien, oui, c'est un vrai sujet, c'est un autre podcast. Voilà. Hein, tout à fait, on peut en parler longtemps. Sur la partie un peu outils, bonnes adresses, manière de travailler, les artisans, vous l'avez dit, ce ne sont pas forcément les mêmes artisans selon les projets. Alors, c'est en fait les équipes... disons pour les lots principaux que sont la peinture, la plomberie, l'électricité, voilà, les menuiseries. On a vraiment nos artisans fidèles et à qui on doit beaucoup. Donc voilà, mais par contre se rajoute toujours en fonction du projet un artisan pour la marbrerie, pour la tapisserie. Voilà, en fonction de chaque projet, on rajoute des artisans qui sont quand même plus ou moins toujours les mêmes, mais qu'on n'hésite pas à rechallenger aussi par région, par exemple, parce que voilà, ça n'a pas forcément de sens de faire travailler notre marbrier qui est en Île-de-France en Ardèche, parce qu'il y a des gens qui travaillent un peu partout et qui sont super, et il faut faire vivre aussi l'artisanat local. Ça, c'est important pour nous, tout en restant fidèle à nos artisans principaux. Mais ça, c'est un temps de folie de pouvoir dégoter les bons artisans locaux, justement. Un temps de dingue. On va pas se mentir, c'est un temps de dingue, et on argumente ça quand les gens nous demandent pourquoi on fait pas 12 devis complémentaires, parce que il n'y a pas 12 personnes équivalentes en termes de qualité et de technique et de communication. La communication sur un chantier, Hortense, c'est la clé d'un bon déroulé, et avec les artisans et avec les clients. Et ça, on a un tips à partager à nos confrères ou aux gens qui veulent se lancer eux-mêmes. Ne faites pas des boucles de mails pendant tout votre chantier pour informer d'une réunion de chantier qui est décalée, d'une info, d'une prise qui est décalée. Il y en a toujours un qui ne l'a pas lu, ou il y en a un qui a fait pas répondre à tous et l'autre répondre à tous. Donc les mails, typiquement, c'est un process qu'on a mis en place, on les a supprimés tout bonnement de tout notre process client. Il n'y a aucun mail dans notre projet, à part notre assistante au début du projet qui envoie le devis à signer, et encore, il est sur une plateforme électronique de signature. Ça, c'est un truc assez drastique qu'on a mis en place il y a de ça plusieurs années, peut-être 5 ans, et qui marche très très bien. On travaille uniquement avec des fils de discussion, des fils type WhatsApp, mais c'est pas WhatsApp. Le WhatsApp, on le garde pour le perso. On explique aux clients qu'ils vont penser à nous quand ils finissent leur boulot, donc à 20h le soir. S'ils écrivent sur WhatsApp, ils vont soit se censurer s'ils sont bien élevés, soit nous polluer s'ils sont mal élevés. Et donc, ça marche pas. Donc on a un fil
en l'occurrence l'application Signal, et qui marche très bien, sur lesquels on va avoir un fil de discussion avec eux et un autre fil en parallèle, en interne, avec notre chef de projet. On est 12 à l'agence, donc on a évidemment un fil par projet en interne. Oui, j'allais dire, sur votre manière de travailler, sur votre méthode de travail, l'équipe, vous êtes 12, tu dis, elles font quoi, les 10 autres personnes? Eh bien, on est 3 associés. En fait, on est 3 associés déjà, et ensuite on a... Et l'autre associé? C'est Sylvain, qui est la branche technique maîtrise d'œuvre de tous les gros chantiers normands. D'accord. Manon et moi, on s'occupe de la conception de tous les projets, ou presque, et Sylvain, il va prendre nos bébés quand ils sont dans le Vexin, donc 95-27, entre Rouen et Paris. On a un gros marché ici, et dans ces cas-là, Sylvain prend toute la maîtrise d'œuvre en charge. Pour ce qui est de Paris ou la région, c'est plutôt les filles ici qui sont chefs de projet, qui ont les mêmes diplômes que nous, qui sont aussi archi, et qui vont suivre les projets en totalité. D'accord. Et viennent compléter l'équipe Mathilde, qui s'occupe de toute la communication de l'agence, les réseaux sociaux, la relation presse, etc. Et puis on a Marguerite aussi, qui est essentielle à notre quotidien, et qui s'occupe de tout l'administratif. La compta, les contrats, les demandes de devis aux fournisseurs, la compta des chantiers. Il y a une partie qu'on appelle l'économie du bâtiment, qui est une partie de la mission du maître d'œuvre pendant un chantier, c'est de tenir ton budget. Voilà, Hortense, tu avais tant de milliers d'euros dans ton budget, on a accepté des devis en plus, on en a mis en moins. J'avais 3 millions, moi. Voilà, j'espère, waouh, trop bien. Et bien dans tes 3 millions, il y avait par exemple, tu as besoin de savoir à combien tu as facturé, combien il te reste à payer avant la fin de ton chantier. Et puis lui, il avait une TVA différente de l'autre, et ça, il y a une vraie compta de chantier. Il y a un métier spécialisé là-dedans pour les gros dossiers, mais nous, nos projets à nous, on le prend en charge dans notre mission. Et Marguerite est notre bras droit armé pour tenir toute cette compta sur tous ces projets. Et vous, au quotidien, vous vous êtes gardé certaines missions précises, ou vous faites encore de tout? La prospection, c'est nous. Le premier contact, ou le deuxième. Le premier, c'était avec Marguerite, après c'est nous. Et nous, ni Manon ni moi n'avons d'ordinateur, n'avons de bureau. Donc on est nomades et on est en réunion sur cette jolie table comme on est aujourd'hui ensemble à discuter. Toute la sainte journée. Presque toute la sainte journée à recevoir les clients et à faire les choix stratégiques. Toujours avec nos équipes, elles sont toujours là. Mais ensuite, elles retournent au bureau pour dessiner. Elles ont ce talent d'être beaucoup plus formelles, beaucoup plus rigoureuses que nous. Et compléter les talents, c'est fondamental pour gérer une boîte. Et nous, on a une vision stratégique, on a une vision de long terme, de veille des matériaux, de négociation avec nos artisans, négociation avec nos fournisseurs et les réunions charnières de conception, de présentation budgétaire, de les choix importants, un gros stress de chantier. Enfin, en fait, on est quand même extrêmement présente de A à Z dans le projet. Ponctuellement, on s'alterne avec Amélie, on n'est pas là, il y a notre chef de projet avec soit Amélie, soit moi, et en alternance, parce qu'on trouve ça chouette qu'ils aient aussi à chaque personnalité un avis différent. Et donc ça, c'est à la fin des projets, les clients nous parlent beaucoup du binôme conforme en termes de personnalité et de pourquoi ils sont venus à nous à certains moments du projet. C'est rigolo. Vous êtes tout le temps d'accord ? Ouais, c'est marrant. On est tout le temps d'accord, mais on va avoir des manières de l'aborder différentes. On a des tempéraments évidemment différents. Donc, sur le projet, il y a souvent 2 personnes en face de nous dans les décideurs. Et parfois, la personne va m'appeler moi sur une phase où elle sent que c'est avec moi son référent. Et juste après, c'est un autre sujet, elle va switcher, elle va appeler Manon, parce qu'elle va se dire que c'est Manon la bonne personne avec qui elle a envie de partager ça. Ça, c'est une richesse. On est 3 associés avec des persos différentes, mais en revanche, ça fait 15 ans qu'on se connaît avec Manon. On est, je sais pas comment dire, mais dans un pacifisme qui nous étonne encore chaque jour. On a une complicité dingue et on est fondamentalement d'accord tout le temps. Et ça, c'est un autre conseil, je pense qu'on donnerait, c'est que, moi, j'aurais pas créé cette agence toute seule, c'est sûr. Vraiment, le binôme conforme avec Amélie, il est pour moi essentiel. Et une autre chose qui est essentielle, c'est vraiment l'équipe qui nous entoure dans le quotidien. Je pense que ce qu'on a réussi vraiment dans notre développement et dans notre histoire d'agence, c'est de s'être entouré dès le premier jour. Avant même de se payer pendant des années, on a préféré payer Marguerite, notre assistante, la première chef de projet qui est arrivée, puis la deuxième. En fait, on a vite compris que ça nous permettrait aussi de créer une structure. Et en fait, ça nous a autant amusé que de faire
notre métier en soi. C'est de monter une agence avec des gens, avec les process qui accompagnent notre travail. Et pourquoi tout ça ? Parce qu'on a un métier qui est très très souvent pas rentable. On a beaucoup de confrères qui gagnent pas leur vie. Et nous, on avait besoin, de gagner notre vie, et 2, d'avoir un vrai temps pour nos familles. On a Manon et moi, chacune le bonheur d'avoir 3 enfants. Et les enfants, ils ont besoin de leur maman et de leurs parents. Et donc, à 18h, on n'est plus archi. Voilà, on les deux parfois de nouveau à 22h30. Mais en tout cas, il y a un moment sanctuarisé dans notre agenda. Le petit déjeuner et le dîner avec nos enfants, c'est sanctuarisé. Et dans un métier comme le nôtre, c'est en fait assez rare, mais c'était primordial. Et pour ça, il faut de la méthode, des process. C'est obligatoire. Et le métier d'architecte est un métier d'artiste, de gens en formation aux beaux-arts. Pour ma part, je suis aussi ingénieure en bâtiment, donc j'ai d'abord une formation assez scientifique. Et Manon et les filles d'entrepreneurs, donc on n'est pas là pour être dans le flou tout le temps. On a vraiment toutes les deux cette fibre de l'organisation. Et c'est un truc qui manque à notre profession, et heureusement, il y en a plein qui sont comme nous, qui sont structurés, ce qui fait qu'on peut vivre de ce métier et faire vivre des gens, puisqu'on est 12, et donc on est 12 à vivre sur cette chouette histoire. Qu'est-ce que tu appelles structuré, justement ? Tu dis c'est tout un process. Quel type de process, par exemple ? Un prospect qui appelle, il passe par Marguerite, il doit remplir un formulaire. Ce formulaire va générer une fiche client dans un CRM. Tu vois, on a des process comme ça. Il y a toutes des étapes. L'artisan ne peut pas nous envoyer une facture comme ça par n'importe qui. Il doit passer par telle personne qui va le valider, qui va l'entrer dans un tableau Excel, qui va être partagé au client par tel canal. C'est ça qu'on appelle les process. On va se réunir tous les 6 mois pour améliorer nos documents. On a des templates de documents pour chaque présentation. Par exemple, on a ce qu'on appelle des fiches d'arbre décisionnel pour expliquer au client comment va se passer une telle ou telle phase. La phase choix des luminaires. On a récemment conçu une fiche d'arbre décisionnel où tu comprends, tiens, là, est-ce que c'est moi qui vais choisir ? Non, c'est vous. Ok, une fois que c'est vous qui avez choisi, est-ce que c'est moi qui achète ? Est-ce que c'est moi qui commande ? Et on montre tous les chemins possibles. On essaie de faire des outils pédagogiques pour un projet qui engage tellement d'argent pour les clients et tellement d'engagement émotionnel, parce qu'il s'agit de ton nid, il s'agit d'une maison de famille, il s'agit de ta maison dans laquelle tu te reconstruis après une séparation. Mais on peut pas déconner, quoi. Tu vois, il faut que ce soit un peu carré, parce qu'il y a beaucoup trop d'enjeux pour plein de sujets. Et quand on a réussi ça, quelle aventure, quoi. C'est génial. On fait du beau, on améliore le vivre ensemble, et on passe 6 mois avec nos clients à se voir toutes les semaines. What else, quoi. What else ? Sachant que vous avez plusieurs chantiers en même temps ? On a plusieurs chantiers en même temps, et puis on a aussi plusieurs manières de travailler avec les gens. C'est-à-dire qu'on a des chantiers en mission complète, enfin des projets en mission complète, donc vraiment où on s'occupe de toute la phase conception, chiffrage, suivi de travaux, jusqu'à aménager, ranger les placards avec eux, parce que on adore, on est extrêmement fidèles à nos clients jusqu'au bout. On a les projets en mission qu'on suit que en mission d'études, parce que justement les chantiers sont trop loin, et donc comme ce qu'on disait tout à l'heure, un chantier qui est réussi, c'est un chantier qui est à maximum une demi-heure. Et donc voilà. Et puis il y a aussi, on fait énormément, Amélie et moi, des missions de conseil, juste des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une mission globale. On trouve dommage on a quand même millions de choses à dire, et on trouve dommage de ne pas pouvoir rendre service à ces personnes-là. Et donc on essaye d'attribuer une partie de notre agenda pour recevoir des gens qui viennent juste... 1 heure ou 2, c'est autant passé, et on va utiliser la matériothèque ou juste faire des croquis. On a cette chance de savoir, Manon et moi, très bien voir dans l'espace, et donc faire des perspectives à la main, relevées pour juste ton appartement que tu viens d'acheter, Hortense, et tu voudrais savoir si tu peux agencer comment caler une buanderie. Avec mon budget de 3 millions, n'oublie avec pas. Évidemment ton budget sans fond, et dans lequel on va te donner des astuces. Tu vas repartir avec des livrables très concrets, de croquis réalisables avec des scénarios, ou des références de carrelage, ou de tissus, et des noms d'artisans qu'on partage, évidemment pas à tout le monde, mais aux gens qui viennent chez nous, même juste pour 1 heure. Donc ça, c'est payé à l'heure. Sinon, vous êtes payé quoi ? Au forfait ou au mètre carré ? Au pourcentage. Au pourcentage. Comme nos confrères. En fait, ça pourrait être inquiétant de se dire, plus je dépense, plus mon archi est payé. En fait, c'est la meilleure solution qui a été trouvée par le Conseil de l'Ordre des architectes, mais aussi des décorateurs,
et de la profession, c'est que c'est vraiment le plus simple. Parce que si en cours de chantier, tu te dis « Ah bah finalement, vous pouvez m'aider à dessiner ma terrasse ou mon dressing » et qui n'était pas prévu, tu vas pas renvoyer un devis en disant « Je vous avais fait un forfait, je vous refais un forfait pour la terrasse », c'est très malvenu, très gênant, pas pratique, pas fluide. Le pourcentage, très bien, je te dessine ta terrasse, et donc je prends un pourcentage sur ta maison, mais aussi sur ta terrasse, tu as une vision des frais, tu sais que ça va te coûter un peu plus que si tu l'avais fait sans nous, mais tu gagnes tellement en temps que le temps c'est de l'argent, que ça revient souvent, c'est plutôt rentable de prendre un archi. Manon, juste toi, t'as fait quoi comme moi, après le bac, j'ai été faire déjà une prépa d'art appliqué. J'ai fait Penningen pendant 1 an. Ensuite, j'ai préparé plein de concours et j'ai atterri à l'école Camondo où j'ai retrouvé Amélie en première année à Camondo et j'ai fait 5 ans là-bas. Donc c'est pour ça que vous vous connaissez depuis 15 ans. Exactement, on a fait cette chouette école qui est Camondo et c'était beaucoup de joie parce que c'est très conceptuel et en même temps très concret. C'est vraiment une super école. Juste dernière question pour terminer. Vous avez quand même un univers qui est fort. On l'a vu aussi un peu en déambulant dans cette maison. Comment vous vous inspirez ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Comment votre regard travaille, évolue ? Et par exemple, là, on revient de 3 jours à Anvers. On va dans les Flandres, tu vois. On a de la chance d'avoir plein de contacts, plein de familles. On se promène, on baroude et on va chercher l'inspiration évidemment dans le monde de la déco, mais c'est aussi un monde très snob et donc les paris des co-off, etc. On n'y trouve pas du tout notre compte, tu vois. Je trouve que c'est trop dans le m'as-tu vu et dans la mondanité. Nous, on aime aller voir un fournisseur dans un dépôt en Belgique qui sort des spots, aller voir des fabricants de moquettes à l'autre bout de la France, aller voir Normandie Céramique et aller voir leur usine, visiter et comprendre aussi comment il façonne les choses, parler à un marbrier qui va nous expliquer en fait comment il travaille son marbre et qu'est-ce qu'il est capable de faire, ça nous inspire énormément sur ce qu'on peut proposer à nos clients. Exactement, souvent c'est la façon ou l'artisanat qui nous guide sur des motifs. Et comme je le disais, on ne comprend pas de toute façon pourquoi les marques organisent des cocktails à 19h pour présenter leur collection. On est en 2025, les gens ont une vie privée et c'est fou que ce soit encore proposé. Donc soit c'est fait pour exclure les femmes, soit je ne sais pas pourquoi on fait toujours ça le soir, mais ça tue les vies de famille. Et donc on ne va pas dans ces lieux-là et on s'inspire dans le concret, un vieux sol dans un hall de Paris. Je pense qu'on a 500 photos dans nos téléphones, et toi aussi sûrement. Qu'est-ce que c'est beau, ce qui existe déjà et ce qui a été fait par les anciens, et on vient repartir d'un motif du hall d'entrée pour décliner sur les rideaux. Voilà. Le mot de la fin. Génial. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous tous, avec tous les auditeurs de Décodeur. Je vais mettre des photos évidemment sur... je suis sûre que pendant l'écoute, il y en aura il y a des auditeurs qui seront allés voir. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça, les filles. Merci à toi. Ciao. Bye. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir, évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.